Il disait que j'étais l'amour de sa vie. Ce que j'ignorais, c'est que pour cet homme, l'amour signifiait uniquement mon argent, et que sa véritable famille célébrait chaque centime qu'il parvenait à me soutirer. Bonjour à tous ceux qui me regardent, je m'appelle Éléonore Dupont, j'ai 84 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée secrète pendant de nombreuses années. Une histoire de trahison, de douleur, mais aussi de résilience. Avant de commencer, j'aimerais vous demander, à vous qui me regardez maintenant, de laisser un j'aime sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que mes histoires atteignent tant d'endroits différents. Revenons à l'année 1962. J'avais 23 ans et je travaillais comme vendeuse dans l'unique pharmacie de la petite ville de Saint-Martin en Provence. Ma vie était simple. Je me levais tôt, je travaillais toute la journée, puis je rentrais à la maison que je partageais avec ma tante Antoinette, qui m'a élevée depuis l'âge de 5 ans quand j'ai perdu mes parents. Nos journées étaient paisibles, sans grandes émotions ni surprises. Tout a changé quand ma marraine Céleste est décédée. C'était une dame riche, veuve et sans enfant, qui m'avait toujours traitée avec beaucoup d'affection. À la surprise de tous, surtout la mienne, elle m'a laissé un héritage considérable. Une belle maison au centre-ville, un terrain aux alentours et une somme d'argent qui, pour une jeune fille simple comme moi, semblait une fortune. Soudain, je suis devenue la jeune femme la plus convoitée de la ville, non pas pour ma beauté, qui était ordinaire, mais pour ce que je possédais. Je me souviens comme si c'était hier, quand Walter est entré dans la pharmacie pour la première fois. C'était un après-midi de mai, le ciel menaçait de pleuvoir. Il n'était pas d'ici. Il disait qu'il était de passage, représentant une entreprise de produits pharmaceutiques de Lyon. Grand, les cheveux foncés coiffés en arrière, des yeux marrons pénétrants et un sourire qui semblait illuminer l'environnement. Il s'habillait bien, parlait avec élégance et quand il s'adressait à quelqu'un, il donnait l'impression que cette personne était la plus importante du monde. « Mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer un bon hôtel dans le coin ? C'est ma première fois dans cette ville. » a-t-il demandé en s'appuyant sur le comptoir et en me regardant droit dans les yeux. Quelque chose dans ce regard m'a coupé le souffle. Aujourd'hui, je sais que tout était calculé, chaque geste, chaque mot, mais à cette époque, je n'étais qu'une jeune provinciale qui croyait connaître le monde. Je lui ai indiqué la pension de Madame Zulmira, le seul logement décent de la ville. Il m'a remercié et, avant de partir, a acheté une eau de Cologne coûteuse, de celle que nous ne vendions habituellement que pour Noël ou lors d'occasions spéciales. Le lendemain, il est revenu, et le jour d'après aussi, toujours avec une excuse différente, toujours avec ce sourire qui semblait réservé qu'à moi. Lors de sa 3e visite, il m'a invité à prendre un café après mon service. J'ai accepté, bien sûr, quelle jeune femme aurait refusé. Au café, il m'a parlé de sa vie. Il a dit qu'il était fils unique, que ses parents étaient décédés, qu'il avait étudié la gestion d'entreprise, mais préférait travailler en voyageant, découvrant de nouveaux endroits. Il parlait avec tant de conviction, avec tant de détails. Comment aurais-je pu soupçonner que chaque mot était un mensonge méticuleusement construit ? En 2 semaines, nous sortions ensemble. Ma tante Antoinette se méfiait de lui. Ce jeune homme est apparu très soudainement, Éléonore. Et pourquoi un homme de la grande ville s'intéresserait-il à une jeune fille simple de province ? Elle s'interrogeait. Mais j'étais amoureuse, aveuglée par l'attention que Walter me donnait. Pour la première fois de ma vie, je me sentais spéciale, désirée. Et, sincèrement, une partie de moi croyait que c'était ma beauté qui l'attirait, pas mon héritage. Après 3 mois d'une relation intense, il m'a demandé en mariage. C'était un dimanche, après la messe. Il s'est agenouillé sur la place de l'église, devant toute la ville, et m'a offert une bague avec une petite pierre qui brillait au soleil. « Éléonore, tu es la femme de ma vie. Je veux construire un avenir à tes côtés. Acceptes-tu de m'épouser ?» a-t-il dit avec des larmes aux yeux. Des larmes fausses, je le sais aujourd'hui, mais qui à ce moment-là me semblaient la preuve définitive de son amour. Le mariage a eu lieu en octobre de cette même année. Ce n'était rien de grandiose. Juste une simple cérémonie dans l'église principale, suivie d'une petite fête dans la salle paroissiale. Walter a insisté pour que nous n'ayons rien d'extravagant. « L'important, c'est notre amour, pas la fête », disait-il. En réalité,
Je sais maintenant qu'il voulait éviter d'attirer trop l'attention ou que quelqu'un de son passé puisse le reconnaître. Au début, notre mariage semblait un rêve. Nous avons emménagé dans la maison que ma marraine m'avait laissée. Walter a continué ses voyages commerciaux, mais maintenant, il revenait toujours vers moi. Il m'apportait de petits cadeaux, me racontait des histoires des villes qu'il visitait, faisait des projets pour notre avenir. Je me sentais la femme la plus heureuse du monde. Rapidement, il a suggéré que nous devrions envisager d'investir l'argent de mon héritage. Cet argent qui dort à la banque ne nous donnera pas de sécurité pour l'avenir, mon amour, expliquait-il avec cette voix calme et convaincante. Je connais de bonnes affaires, nous pouvons multiplier cette somme. Je lui ai fait entièrement confiance. Après tout, il était mon mari, l'homme qui avait juré de m'aimer et de me protéger devant Dieu. Les voyages professionnels ont commencé à s'allonger. Au début, c'était 2 ou 3 jours, puis une semaine entière. Avec le temps, il durait jusqu'à 15 jours. Je restais seule à la maison, à l'attendre, croyant qu'il travaillait dur pour notre avenir. Il m'écrivait des lettres affectueuses, m'appelait quand il était dans de plus grandes villes qui avaient le téléphone interurbain. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans notre quotidien. Des documents importants de la maison et de l'héritage ont commencé à disparaître du tiroir où nous les gardions. Walter insistait pour que je signe des papiers sans vraiment m'expliquer de quoi il s'agissait. « Ce ne sont que des formalités pour nos investissements, chérie. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» disait-il en embrassant mon front. Et je signais. Bien sûr que je signais. L'argent du compte joint que nous avions ouvert diminuait rapidement. Quand je le questionnais, Walter avait toujours des explications convaincantes. Nous investissons dans des terrains à Nice, où j'ai acheté des actions d'une entreprise prometteuse. Je n'ai jamais vu ces terrains, jamais reçu de preuves de ces actions, mais je le croyais parce que je voulais le croire, parce que l'amour nous rend stupides, nous fait voir seulement ce que nous voulons voir. Nous avons fêté notre premier anniversaire de mariage en octobre 1963. Pour célébrer, Walter m'a emmené à Paris, quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Nous sommes restés dans un hôtel simple, mais pour moi, c'était le paradis. Bientôt nous pourrons séjourner dans les meilleurs hôtels du pays, promettait-il. Nos investissements grandissent, mon amour. Bientôt nous serons très riches. Ce soir-là, pendant que nous dînions dans un restaurant au bord de la Seine, Walter a reçu un appel téléphonique à l'hôtel. Quand il est revenu à la table, il a dit qu'il devait partir le lendemain matin. Un client important à Lyon avait besoin de lui en urgence. Notre week-end romantique s'est terminé avant même de commencer. Je suis rentrée seule à Saint-Martin-en-Provence, triste, mais compréhensive. Après tout, c'était son travail qui nous faisait vivre, n'est-ce pas? Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je voyageais de retour en car, assise à côté d'inconnus et le cœur serré de nostalgie, Walter se dirigeait vers sa véritable maison à Lyon, dans les bras de son épouse Regina et de ses 3 enfants, qui célébraient chaque nouvelle escroquerie réussie du père, qui riait de la provinciale naïve, qui finançait la construction de la villa où ils vivraient bientôt, qui planifiait déjà comment dépenser le reste de mon héritage une fois que tout serait conclu. Mais la vie a ses propres plans, n'est-ce pas? Et la vérité, aussi profondément qu'on essaie de l'enterrer, trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Ma découverte viendrait d'une manière que Walter, avec toute sa planification méticuleuse, ne pouvait prévoir. La découverte de la vérité est arrivée comme un coup de tonnerre par un ciel clair. C'était en mars 1964, près d'1 an et demi après notre mariage. L'hiver s'en allait déjà, cédant la place à un printemps précoce qui remplissait de fleurs les jardins de Saint-Martin-en-Provence. J'étais à l'épicerie de Monsieur Juvenal en faisant les courses pour la semaine quand une dame aux cheveux gris s'est approchée. Elle m'observait de loin depuis quelques minutes, avec un regard qui mêlait curiosité et pitié. J'ai pensé que c'était peut-être une connaissance de ma défunte marraine. « Madame, êtes-vous Éléonore ? Éléonore Dupont ?» a-t-elle demandé, tenant un sac de courses contre sa poitrine. J'ai confirmé, un peu surprise qu'une inconnue connaisse mon nom. Son visage ridé s'est tordu en un sourire triste avant de prononcer les mots qui changeraient ma vie à jamais. « Ma chère, je m'appelle Olga Hoffmann. Je visite ma sœur ici, à Saint-Martin-en-Provence. Eh bien, j'ai reconnu madame d'une photographie. Nous devons parler de votre mari, Walter. » Mon cœur s'est accéléré.
1000 pensées ont traversé mon esprit. Était-il veuf, comme il me l'avait dit? Avait-il des enfants qu'il cachait, des dettes, un crime dans son passé? Rien ne m'a préparé à ce qui suivrait. J'ai accepté de prendre un café avec Madame Olga à la boulangerie du coin. Les mains tremblantes, elle m'a raconté qu'elle était la mère de Marthe, l'ancienne chef de Walter, dans l'entreprise pharmaceutique à Lyon, où il avait effectivement travaillé quelques mois en 1961. Mais il n'était pas représentant commercial. Comme il me l'avait dit, il était simplement un vendeur de comptoir qui avait été licencié pour suspicion de détournement d'argent. Ma fille a été surprise d'apprendre qu'il s'était marié avec vous. Surprise parce que Walter est déjà marié, ma chère. Il a une femme et 3 enfants à Lyon. La famille y vit depuis plus de 15 ans. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. La tasse de café que je tenais a glissé de mes mains, se brisant en 1000 morceaux sur le sol de la boulangerie, exactement comme mon cœur à ce moment-là. « Vous devez vous tromper » ai-je balbutié tandis que le propriétaire de la boulangerie accourait pour nettoyer le désordre. Walter m'a raconté son passé, sa famille. Madame Olga a saisi mes mains avec force, ses yeux débordèrent de compassion. « Ma chère, je suis venue jusqu'ici parce que j'ai découvert quelque chose de terrible. Ma sœur travaille comme employée de maison dans la résidence voisine, celle de Regina, l'épouse de Walter. Depuis des semaines, elle entend des commentaires sur un plan. Walter s'est marié avec vous pour prendre votre héritage. La famille entière est au courant. Regina se vante auprès des voisines qu'ils auront bientôt une nouvelle maison luxueuse grâce à l'argent de la naïve de province. Je n'arrivais plus à respirer. Des flashs de souvenirs ont envahi mon esprit. Walter insistant pour gérer nos finances, les documents disparus, les signatures qu'il demandait sans explication, les longues absences, chaque pièce du puzzle s'emboîtant dans un horrible tableau de trahison. Ils construisent une grande maison à la périphérie de Lyon avec votre argent, a continué Madame Olga, impitoyablement honnête. Regina a même choisi les rideaux, dit-on. Les enfants racontent à leurs amis de l'école qu'ils auront bientôt une piscine. Tout financé par le travail spécial du père. Je suis sorti de la boulangerie en titubant, ignorant les appels de Madame Olga. J'avais besoin d'être seul. J'avais besoin de réfléchir. J'ai marché sans but dans les rues de Saint-Martin-en-Provence, passant devant l'église où je m'étais mariée, la place où Walter m'avait demandé en mariage. Chaque lieu maintenant contaminé par un mensonge. Je suis rentré chez moi et pour la première fois, j'ai commencé à chercher, vraiment chercher des preuves. Dans le bureau que Walter avait transformé en son espace privé et qu'il me demandait de ne pas toucher, de ne pas déranger ses papiers de travail, j'ai trouvé un double fond dans un tiroir. Là se trouvaient des duplicata de certains documents que j'avais signés, des transferts d'argent, des procurations, même un acte préliminaire pour la vente de la maison. La douleur était si intense que je suis tombée à genoux, serrant ces papiers contre ma poitrine. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que ma gorge soit sèche. Je me suis sentie humiliée, trahie, utilisée. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas vu les signes? Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée allongée, regardant le plafond, revivant chaque moment de nos 18 mois de mariage. Chaque caresse, chaque promesse, chaque « je t'aime », tout était mensonge. Tout faisait partie d'un plan cruel pour me voler. Au matin, j'ai pris une décision. Je ne confronterai pas Walter immédiatement. S'il était capable de mentir avec tant de naturel pendant si longtemps, il inventerait certainement une histoire pour justifier les documents que j'avais trouvés. J'avais besoin de plus de preuves. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui se passait avant d'agir. Avec le peu d'argent auquel j'avais encore accès, j'ai engagé un détective privé de Marseille. J'ai dû vendre quelques bijoux qui appartenaient à ma mère pour payer ses services. Mais cela en valait la peine. J'avais besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le détective, M. Guimaraes, était un homme discret, peu bavard. Il a promis d'enquêter sur Walter et sa vie à Lyon, mais m'a prévenu que cela prendrait quelques semaines. « Vous devez agir normalement pendant ce temps », m'a-t-il conseillé. « Si votre mari soupçonne que vous savez quelque chose, il pourrait accélérer ses plans ou disparaître avec ce qu'il a déjà obtenu. » Suivre ce conseil a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Quand Walter est revenu de son voyage d'affaires, l'accueillir avec un sourire,
Écouter ses mensonges, dormir à côté de lui, sachant que dans une autre ville, il y avait toute une famille qui se moquait de moi, a exigé une force que je ne savais pas posséder. Chaque jour, j'interprétais le rôle de l'épouse aimante et naïve. Je préparais ses repas préférés, écoutais avec un intérêt fin ses histoires inventées, permettais ses baisers et caresses nocturnes tout en réprimant le dégoût que je ressentais. À l'intérieur, je mourais un peu à chaque heure, mais à l'extérieur, je maintenais la même Éléonore que toujours. 3 semaines se sont écoulées ainsi, dans une torture silencieuse. Puis, M. Guimaraes est revenu avec une grosse enveloppe de documents. Je l'ai rencontré à Marseille lors d'une prétendue visite à une cousine inexistante que j'avais inventée pour Walter. Le contenu de l'enveloppe confirmait mes pires craintes. Il y avait des photographies de la maison de Regina à Lyon, une construction modeste, mais bien entretenue. Des photos de Walter y entrant et sortant, embrassant une femme blonde et 3 enfants, 2 garçons et une fille. L'aîné devait avoir environ 12 ans, la cadette pas plus de 6. Une famille établie depuis longtemps. Mais le pire était dans les photos suivantes. Une grande construction en cours à la périphérie de la ville. Le détective avait réussi à photographier une petite plaque sur le terrain. Future résidence de la famille Martin prochainement. Martin, le nom de famille de Walter, le manoir que mon héritage finançait. Il y avait aussi des copies de documents, l'acte de mariage de Walter et Regina, daté de 1948. Il n'avait que 20 ans à l'époque. Les actes de naissance des enfants et, le plus douloureux, des transferts bancaires récents de comptes à mon nom vers des comptes au nom de Regina Martin. « Ils ont déjà transféré près de la moitié de vos biens, madame », a expliqué le détective, pointant les montants sur les relevés. Ils le font petit à petit, probablement pour ne pas éveiller les soupçons. À ce rythme, dans 6 mois de plus, ils auront tout vidé. J'ai senti une nausée monter dans ma gorge. Ce n'était pas seulement l'argent, qui en soi aurait déjà été terrible. C'était la cruauté calculée, la froideur avec laquelle cette famille planifiait de me laisser sans rien. Il y a une chose de plus, a continué M. Guimaraes, hésitant. J'ai parlé avec des gens à Lyon, feignant un intérêt pour des affaires avec Walter. J'ai découvert qu'il avait déjà fait cela avant. Il y a environ 5 ans, il s'est marié avec une veuve à Strasbourg, a transféré tout ce qu'elle avait à son nom et a disparu. La pauvre femme s'est retrouvée dans la misère. Elle a dû déménager chez des parents. Cela a été la goutte d'eau. Ce n'était pas seulement une escroquerie contre moi, c'était un modus operandi, un schéma qu'il répétait avec une froideur professionnelle. Combien d'autres femmes avaient été ses victimes? Combien d'autres avaient tout perdu comme j'étais sur le point de le faire? « Que comptez-vous faire ?» a demandé le détective tandis que je feuilletais les photos d'une main tremblante. Ce que je comptais faire. 1000 pensées ont traversé mon esprit. Je pourrais le confronter, exiger des explications qui viendraient certainement sous forme de nouveaux mensonges. Je pourrais le dénoncer à la police, mais dans les années 60, des cas comme celui-ci étaient rarement pris au sérieux. Problème de couple, dirait-il. Je pourrais simplement fuir, tout laisser derrière moi et recommencer ailleurs avant qu'il ne me laisse sans rien. Mais alors, en regardant ces photos, le visage souriant de cet homme que je croyais connaître, quelque chose a changé en moi. Un calme étrange s'est emparé de mon être. L'Éléonore naïve et amoureuse est morte à cet instant, laissant place à une femme déterminée à ne pas être simplement une victime de plus sur la liste de Walter Martin. « Je vais récupérer ce qui m'appartient », ai-je finalement répondu, ou m'assurer qu'il ne fasse plus jamais cela à aucune autre femme. Ah, dans le bus de retour vers Saint-Martin en Provence, j'ai élaboré mon plan. Ce ne serait pas facile. Cela exigerait du courage et du sang-froid. Mais si Walter pouvait mentir et jouer un rôle pendant près de 2 ans, je pouvais aussi jouer à son jeu, au moins assez longtemps pour renverser la situation. En arrivant chez moi, j'ai trouvé un bouquet de roses sur la table du salon et un mot de Walter, m'informant qu'il avait dû voyager à nouveau pour affaires, mais qu'il reviendrait dans 1 semaine avec une surprise spéciale pour moi. J'ai souri dans le vide de la maison, un sourire qui n'avait rien de doux ou d'innocent. « La surprise sera pour toi, mon cher », ai-je murmuré, déchirant le billet en petits morceaux. « La surprise sera toute pour toi. » Walter ne savait pas que pendant qu'il passait cette semaine avec sa famille à Lyon, planifiant les prochaines étapes de son escroquerie,
je travaillais sans relâche pour désamorcer son piège, et que l'épouse naïve et manipulable qu'il pensait avoir laissée à la maison n'existait plus. Cette semaine d'absence de Walter a été la plus productive de ma vie. Je n'ai pas perdu une minute en lamentation. Le temps des larmes était passé. Maintenant, c'était l'heure d'agir. Avec les preuves rassemblées par le détective Guimaraes, j'ai cherché Maître Norbert, le seul avocat de Saint-Martin-en-Provence. C'était un homme d'âge moyen, respecté dans la ville, qui s'était occupé de l'inventaire de ma marraine. Je suis entré dans son bureau au-dessus du salon de coiffure de la place centrale, le cœur battant mais déterminé. Je me souviens de l'odeur du vieux papier et du bruit du ventilateur de plafond qui tournait paresseusement par cet après-midi chaud. J'ai posé l'enveloppe avec les preuves sur son bureau et tout raconté. « Madame Dupont, c'est très grave », a-t-il dit après avoir examiné les documents. « Votre mari a commis plusieurs crimes. Falsification de documents, escroquerie, bigamie. Nous pouvons l'emmener devant la justice. » « Et combien de temps prendrait ce processus, maître ? Et quelle est la chance réelle de récupérer mon argent ? Ai-je demandé. Le silence de Maître Norbert a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. Nous savions tous les deux que la justice des années 60 favorisait rarement les femmes dans des situations comme la mienne. Même avec des preuves accablantes, le processus serait long, coûteux et sans garantie de résultat. « J'ai besoin d'une solution plus immédiate », ai-je expliqué. « Je veux annuler les transferts frauduleux avant qu'il ne soit trop tard, et je veux m'assurer qu'il ne puisse plus utiliser mon nom pour de nouvelles transactions. » Nous avons passé des heures à discuter de stratégie juridique. Maître Norbert a appelé des collègues à Marseille, consulté des codes juridiques poussiéreux, rédigé des documents. À la fin de la journée, nous avions un plan pour protéger ce qui me restait et récupérer une partie de ce qui avait déjà été transféré. « Vous aurez besoin de sa signature sur certains documents », a expliqué l'avocat. Sans cela, il sera beaucoup plus difficile d'annuler certains transferts. « Laissez-moi m'en occuper, maître », ai-je répondu avec une assurance qui nous a surpris tous les deux. Il ne se doutera de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le lendemain, je suis allé à la banque. Le directeur, M. Mendoza, était un ami de mon défunt père et me connaissait depuis que j'étais petite. Je lui ai expliqué la situation, montrant les preuves que j'avais. Son expression est passée de l'incrédulité à l'indignation. « J'ai toujours trouvé étrange que ce jeune homme apparaisse de nulle part et se marie si rapidement avec vous, a-t-il confessé. Mais je n'avais jamais imaginé quelque chose d'aussi ignoble. Avec l'aide de M. Mendoza, j'ai pu bloquer de nouveaux transferts des comptes joints et récupérer certains investissements qui étaient à mon nom, mais pour lesquels Walter avait déjà préparé les documents à transférer. Ce n'était pas tout, mais au moins cela l'empêcherait de continuer à me voler. L'étape suivante a été plus douloureuse. J'ai dû dire la vérité à ma tante Antoinette. Elle s'était toujours méfiée de Walter, mais respectait mon choix et gardait ses soupçons pour elle. Quand j'ai révélé l'étendue de la trahison, elle a pleuré avec moi, m'embrassant comme elle le faisait quand j'étais enfant. « Ma fille, tu as le droit de souffrir, mais tu n'as pas le luxe de désespérer, » a-t-elle dit, essuyant mes larmes. Maintenant, c'est l'heure d'être forte. Antoinette a suggéré que je reste chez elle pendant que je résolvais la situation, mais j'ai refusé. Si je quittais ma maison, Walter se rendrait compte que quelque chose n'allait pas dès son retour. Je devais maintenir les apparences jusqu'au moment opportun. J'ai passé les jours suivants à préparer chaque détail de mon plan. J'ai visité le notaire et, avec l'aide de Maître Norbert, j'ai enregistré une procuration révoquant tout document antérieur qui donnait à Walter des pouvoirs sur mes biens. J'ai également déposé une demande d'annulation du mariage qui resterait suspendue jusqu'à ce que je décide de poursuivre. La veille du retour de Walter, j'ai reçu un appel du détective Guimaraes. Il avait découvert quelque chose d'important. « Madame Dupont, Walter est en train de vendre le terrain que vous avez hérité à Saint-Martin-en-Provence. Il a déjà un acheteur intéressé, un homme d'affaires de Marseille qui veut y construire un hôtel. La transaction est prévue pour la semaine prochaine. » Cette information m'a presque fait m'effondrer. Le terrain était la partie la plus précieuse de mon héritage, évaluée à une petite fortune en raison de son emplacement privilégié. Si Walter concluait cette vente, je perdrais pratiquement tout. « Il aura besoin de ma signature pour cela », ai-je dit, essayant de me calmer. « En fait, madame, il l'a déjà. J'ai trouvé des copies des documents préparés pour la vente.
Votre signature y figure, ou plutôt une contrefaçon. » Mon sang s'est glacé. Walter avait falsifié ma signature sur des documents officiels. Cela expliquait pourquoi il insistait toujours pour que je signe plusieurs papiers à la fois. Il collectait des modèles de mon écriture pour pouvoir la reproduire. Cette découverte a tout changé. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais pas risquer de perdre le terrain. Je devais agir au moment où Walter reviendrait. Et il est revenu, comme promis, exactement une semaine plus tard. Il est arrivé en fin d'après-midi, apportant des cadeaux comme toujours. Un parfum français, des chocolats fins, un foulard en soie, petites miettes pour me garder contente et distraite pendant qu'il exécutait l'escroquerie principale. « Tu m'as manqué, mon amour », a-t-il dit, m'embrassant comme s'il m'aimait vraiment. J'ai forcé un sourire, jouant mon rôle une dernière fois. « Tu m'as manqué aussi. J'ai préparé quelque chose de spécial pour le dîner. » Et j'avais effectivement préparé une belle table, bougies, vin, son plat préféré, une mise en scène parfaite pour ce qui allait suivre. Pendant le dîner, Walter a parlé de son voyage d'affaires, inventant des histoires sur des clients et des affaires. J'écoutais, souriais, posais des questions au bon moment, mais mes pensées étaient dans le tiroir de la commode, où je gardais tous les documents qui prouvaient sa trahison, ainsi que les papiers que Maître Norbert avait préparés. « Chérie, j'ai une surprise pour toi », ai-je annoncé, remplissant son verre de vin pour la 3e fois. Walter adorait le vin, surtout quand ce n'était pas lui qui payait. « Tu te souviens que je t'ai parlé d'un oncle éloigné qui vivait en Normandie ? J'ai reçu une lettre de lui cette semaine. » Walter a haussé les sourcils, intéressé. Je n'avais jamais mentionné un tel oncle, mais il ne pouvait pas le savoir. En presque 2 ans de mariage, j'avais très peu parlé de ma famille. « Un oncle ? Tu ne m'as jamais parlé de lui ? C'est que nous n'étions pas en contact depuis des années. Il s'est disputé avec mon père et ils sont allés vivre dans des régions différentes. Mais maintenant, il a appris le décès de ma marraine et m'a contacté. »« Et quelle surprise a-t-il apporté ?» a demandé Walter, les yeux brillants d'une convoitise à peine dissimulée. « Il m'a laissé un héritage, bien plus grand que celui de ma reine Céleste. Des terres à Caen, une maison à Rouen et une somme d'argent considérable. » J'ai vu l'éclat dans ses yeux s'intensifier. C'était comme un prédateur flairant une proie facile. À ce moment, toute la douleur que j'avais ressentie s'est transformée en une détermination froide. Cet homme ne me détruirait pas. Je ne serais pas une de plus sur la liste des femmes qu'il avait ruinées. « C'est merveilleux, mon amour », s'est-il exclamé, prenant mes mains dans les siennes. « Quand recevras-tu tout cela ? Je suis déjà en train de préparer les documents. D'ailleurs, j'ai besoin que tu signes quelques papiers pour faciliter le transfert. Comme nous sommes mariés, l'avocat a dit que cela faciliterait le processus. »« Bien sûr, je peux signer tout de suite. » Son anxiété était presque comique. Je me suis levée et suis allée dans la chambre, revenant avec un dossier de documents. Je l'ai posé sur la table et j'ai sorti les premiers papiers, exactement ceux que Maître Norbert avait préparés pour annuler les transferts frauduleux et bloquer toute tentative future de manipulation de mes biens. Walter n'a même pas lu. Il était tellement excité par la perspective d'une nouvelle fortune à voler qu'il a signé tout ce que j'ai mis devant lui, page après page. Quand il a terminé, j'ai soigneusement rangé les documents dans le dossier. « C'est tout ?» a-t-il demandé, déçu que cela se soit terminé si vite. « Presque tout. Il manque juste une chose. » Je suis retournée dans la chambre et suis revenue avec la grande enveloppe que le détective Guimaraes m'avait remise. Je l'ai posée sur la table et l'ai poussée vers Walter. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, curieux. « Ouvre et découvre. » Avec un sourire confiant, il a ouvert l'enveloppe. Son visage a changé au fur et à mesure qu'il examinait le contenu. Les photographies de lui avec Regina et les enfants, la maison à Lyon, la construction du manoir, les documents du mariage antérieur, les transferts bancaires, tout. « Éléonore, je peux expliquer », a-t-il commencé, mais sa voix affaiblit. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Walter Martin était sans mots. « Il n'y a rien à expliquer », ai-je interrompu, étonnamment calme. « Je sais tout sur Regina, sur tes enfants, sur la maison que vous construisez avec mon argent. Je sais sur la veuve de Strasbourg que tu as ruinée. Je sais sur les falsifications de ma signature. Je sais que tu es en train de vendre mon terrain la semaine prochaine. » Walter a pâli. Il a essayé de se lever, mais ses jambes semblaient ne pas répondre.
Que comptes-tu faire » a-t-il balbutié. « J'ai déjà fait. Les papiers que tu viens de signer si avidement, ils n'ont rien à voir avec l'héritage d'un oncle. Tu viens de signer le retour de tous les biens que tu m'as volés, la révocation de toute procuration antérieure et la confession de plusieurs crimes, y compris la falsification et l'escroquerie. » Il est resté silencieux quelques secondes, traitant l'information. Puis, son visage s'est tordu en un masque de fureur. Il s'est levé brusquement, renversant la chaise. « Petite maligne, tu crois que tu peux me tromper comme ça? Je vais t'anéantir. » Il a avancé vers moi, les poings serrés. Je n'ai pas bougé. Je savais qu'il n'aurait pas le courage de m'agresser physiquement, non par considération, mais par peur des conséquences. « Frappe-moi, Walter », ai-je défié. « Ajoute l'agression à la liste des crimes. » Maître Norbert attend mon appel, confirmant que j'ai remis les documents. Si je n'appelle pas dans les 30 prochaines minutes, il ira directement à la police avec toutes les preuves. Walter s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Son visage rouge de colère, les yeux injectés de sang. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait vraiment m'agresser. Mais alors j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. La peur. « Tu ne comprends pas », a-t-il essayé, changeant de stratégie. « Regina ne signifie rien pour moi. Je me suis mariée avec elle très jeune. C'était une erreur. C'est toi que j'aime vraiment, Éléonore. Nous pouvons résoudre cela. » J'ai ri amèrement. « L'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Pour toi, l'amour n'est qu'un outil, un appât pour attirer tes victimes. » J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte. « Tu as 24 heures pour quitter ma maison et ma vie. Prends seulement tes vêtements et tes effets personnels. Si tu touches à quoi que ce soit d'autre, si tu essaies une autre escroquerie, si tu menaces même de revenir, ces preuves iront directement à la police, aux journaux et à ta chère famille à Lyon. »« Tu ne peux pas faire ça, » a-t-il protesté, l'arrogance revenant. « Je suis ton mari. »« En fait, non. Puisque tu es toujours marié avec Regina, notre mariage est nul et tu viens aussi de signer des papiers le confirmant. » Son visage s'est tordu dans une expression de haine et de désespoir. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il essaierait de m'agresser à nouveau, mais au lieu de cela, Walter s'est simplement effondré sur une chaise, vaincu. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a-t-il demandé d'une voix faible. « Tu vas partir loin d'ici et ne jamais essayer de me contacter ou de t'approcher de quoi que ce soit qui m'appartienne. En échange, je n'enverrai pas ces preuves aux autorités. Et Regina, mes enfants ?» J'ai ressenti une pointe de pitié pour les enfants. Ils n'étaient pas responsables d'avoir un père comme lui, mais je me suis souvenu que toute la famille était impliquée dans l'escroquerie, même les petits, riant de la naïve de province. C'est ton problème. Je te suggère de trouver un vrai emploi pour les entretenir au lieu de vivre aux dépens de femmes innocentes. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, verrouillée de l'intérieur. Au petit matin, j'ai entendu Walter fouiller dans la maison, probablement à la recherche d'argent ou d'objets de valeur à emporter, mais j'avais déjà caché tout ce qui était important. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, il était déjà parti. Il avait laissé seulement un billet froissé sur la table de la cuisine. Tu le regretteras. Je n'ai pas été effrayée. Je savais que ce n'était que le dernier souffle d'un homme vaincu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réorganisé ma vie. Avec l'aide de Maître Norbert, j'ai réussi à annuler la plupart des transferts frauduleux. Je n'ai pas tout récupéré. Une partie de l'argent avait déjà été dépensée pour la construction du fameux manoir, mais j'ai sauvé suffisamment pour recommencer. Le plus difficile a été d'affronter les regards et les commérages de la petite Saint-Martin en Provence. Tous voulaient savoir pourquoi le mari parfait était parti si soudainement. J'ai inventé une histoire sur une offre de travail irrésistible à l'étranger qu'il avait reçue. Peu y ont cru, mais personne n'a osé me questionner directement. En juin 1964, 3 mois après le départ de Walter, j'ai appris que la construction du manoir à Lyon avait été bloquée faute de paiement. Le détective Guimaraes, que j'avais gardé engagé par précaution, m'a informé que Regina et les enfants restaient dans l'ancienne maison et que Walter avait disparu. Apparemment, il avait des dettes avec des personnes dangereuses dans la ville, de l'argent qu'il avait probablement emprunté pour maintenir les apparences pendant qu'il exécutait son escroquerie contre moi. C'est à ce moment-là,
en regardant le rapport final du détective, que j'ai réalisé que ce chapitre de ma vie était terminé. Walter et sa trahison n'étaient désormais qu'une cicatrice douloureuse, mais fermée, et j'étais libre d'écrire une nouvelle histoire. Juillet 1964 a marqué le début de ma nouvelle vie. Après la disparition de Walter, j'ai passé des semaines à réorganiser non seulement mes finances, mais aussi mes pensées. Les nuits étaient longues, le silence de la maison parfois assourdissant. Il y avait des moments où, même en connaissant toute la vérité, sa présence me manquait. Pas l'homme réel, cet escroc cruel, mais l'illusion que j'avais aimée, le mari qui n'existait que dans mon imagination. Un après-midi, en rangeant la chambre pour éliminer les derniers vestiges de lui, j'ai trouvé une boîte avec des photographies de notre mariage. J'ai regardé cette jeune femme de 23 ans, radieuse dans sa simple robe blanche, les yeux brillants d'espoir. À ses côtés, un homme souriant, jouant le rôle de sa vie. Pendant un instant, j'ai voulu déchirer ces photos, les brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Mais j'ai décidé de les garder. Pas par nostalgie ou amour, mais comme un rappel que jamais je ne permettrai à quiconque de me manipuler à nouveau. Cette Éléonore est morte, ai-je dit au miroir ce soir-là. Il est temps de découvrir qui je suis maintenant. La première décision concernait la maison, trop grande pour moi seule, pleine de souvenirs que je préférais oublier. Je l'ai mise en vente et en quelques semaines, un acheteur est apparu, un médecin de Marseille qui voulait la transformer en une petite clinique. Le prix offert était juste et la transaction rapide. Avec l'argent de la vente et ce que j'avais pu récupérer des transferts frauduleux, j'ai acheté une maison plus petite, plus chaleureuse, à la périphérie de Saint-Martin-en-Provence. J'ai aussi mis de côté une partie considérable comme réserve, une leçon que j'avais apprise de la manière la plus dure. Mais changer de maison ne suffisait pas. J'avais besoin d'occuper mon esprit, j'avais besoin d'un but. Depuis que j'étais petite, j'avais toujours eu un talent pour la couture. Ma mère me l'avait enseigné quand j'avais seulement 8 ans, et pendant l'adolescence, j'avais l'habitude de faire de petites réparations pour les voisins et les connaissances. C'était quelque chose qui me donnait du plaisir, qui me permettait de créer avec mes mains. Pourquoi ne pas transformer cela en une entreprise ? A suggéré ma tante Antoinette lors d'une de ses visites. Tu as toujours eu du talent et Saint-Martin-en-Provence n'a pas de couturière de qualité depuis que Madame Eulalie a déménagé. L'idée a semblé absurde au début. Moi, une femme récemment séparée, ouvrant ma propre entreprise en 1964, dans la petite et traditionnelle Saint-Martin-en-Provence, ce serait un motif de plus de commérage, plus de regards de travers. Mais plus j'y pensais, plus l'idée m'attirait. Ce serait une forme d'indépendance, de montrer à moi-même et à tous que je pouvais reconstruire ma vie avec mes propres mains. En septembre de cette année-là, j'ai inauguré l'atelier Éléonore dans une petite salle que j'avais adaptée à l'avant de ma nouvelle maison. J'ai commencé modestement, réparation, ourlet de pantalon, ajustement simple, j'ai mis une annonce dans le journal local et attendu. Les premiers jours, presque pas de clients. Les quelques femmes qui sont venues semblaient plus intéressées à connaître la pauvre femme abandonnée par son mari qu'à mes services de couture. « Ça va passer, ma fille », me consolait tante Antoinette. « Bientôt, ils verront ton talent et oublieront les commérages. » Elle avait raison. Peu à peu, la qualité de mon travail a commencé à parler plus fort que les rumeurs. Une cliente satisfaite en amenait une autre. Bientôt, en plus des réparations, j'ai commencé à recevoir des commandes pour de nouveaux vêtements, des robes pour les occasions spéciales, des costumes pour les hommes de la ville, des vêtements d'enfants pour la première communion. Le véritable tournant est arrivé en décembre 1964. Madame Hélène, épouse du maire, a commandé une robe pour la fête de Noël de la mairie. C'était une femme exigeante, connue pour son goût raffiné et pour les vêtements qu'elle faisait faire à Marseille. J'ai travaillé jour et nuit sur cette robe, appliquant toutes mes connaissances et ma créativité. Quand elle a essayé la pièce finalisée et s'est regardée dans le miroir, ses yeux ont brillé. Éléonore, c'est magnifique. Même à Marseille, je n'ai pas trouvé quelque chose comme ça. À la fête de Noël, tout le monde a commenté la robe de Madame Hélène. Le lendemain, mon atelier était plein de dames voulant commander des vêtements similaires. Soudain, je n'étais plus la pauvre abandonnée,
mais la couturière talentueuse de Saint-Martin en Provence. Avec l'augmentation de la demande, j'ai dû embaucher de l'aide. Julie, une jeune fille de 17 ans qui venait de terminer le lycée, est devenue ma première assistante. Je lui ai enseigné tout ce que je savais et bientôt elle gérait son propre ensemble de clientes. Dans les mois suivants, j'ai embauché 2 autres jeunes filles. Le petit atelier à l'avant de ma maison n'était plus suffisant. En 1966, avec l'entreprise Prospérant, j'ai loué une plus grande salle dans la rue principale de la ville. C'était maintenant un établissement réel, avec vitrine, salle d'essayage et espace pour 4 couturières travaillant simultanément. Je l'ai appelée Maison de couture Éléonore. Je n'avais pas d'imagination pour des noms plus élaborés, mais la simplicité a joué en ma faveur. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer un changement sur le marché. Les magazines de mode qui arrivaient de Paris et de Lyon montraient des tendances plus modernes, plus audacieuses. Les années 60 apportaient des nouveautés comme les mini-jupes, les imprimés psychédéliques, des couleurs vives, et mes clientes, même les plus conservatrices de Saint-Martin en Provence, commençaient à s'intéresser à ces nouveautés. J'ai perçu une opportunité. Au lieu de simplement copier des modèles de magazines, j'ai commencé à créer mes propres interprétations des tendances. Des robes qui maintenaient l'élégance traditionnelle, mais avec des touches modernes. Des jupes qui n'étaient pas aussi courtes que les mini-jupes des magazines, mais qui apportaient une fraîcheur juvénile. J'ai créé une identité propre pour mes créations, quelque chose qui mélangeait le traditionnel de la province avec la modernité des capitales. Le succès a été immédiat. Bientôt, ce n'étaient pas seulement les dames de Saint-Martin en Provence qui me cherchaient, mais aussi des femmes des villes voisines. En 1968, j'ai reçu ma première cliente de Marseille, une professeure d'université qui avait entendu parler de mon travail par une amie. Elle a été si satisfaite qu'elle est revenue le mois suivant avec 2 collègues. L'année 1969 a marqué une nouvelle expansion. Avec l'atelier fonctionnant à pleine capacité, j'ai décidé de faire un pas audacieux, ouvrir une petite confection. Il n'était plus viable de produire uniquement des vêtements sur mesure. Je devais créer des pièces en série, même si à petite échelle. J'ai loué un entrepôt à la périphérie de la ville, acheté plus de machines à coudre et embauché 10 employés. « Madame, vous êtes sûre de cela ?» a demandé le directeur de la banque, Monsieur Mendoza, quand je suis allé solliciter un prêt pour l'expansion. C'est un investissement considérable pour une femme seule. Il a hésité sur la dernière partie, comme si être femme et gérer une entreprise étaient des choses incompatibles. « J'en suis absolument certaine », ai-je répondu avec une confiance qui n'admettait pas de questions. Et je ne suis pas seule. J'ai une équipe de femmes talentueuses avec moi. Le prêt a été approuvé, bien qu'avec des intérêts plus élevés que ce serait pour un homme dans la même situation. Je ne m'en souciais pas. Je savais que je pourrais payer et plus, je savais que le succès serait la meilleure réponse à ce type de préjugés. La confection Modes Éléonore a commencé ses activités en janvier 1970. Nous avons débuté avec une ligne de base, robes, jupes, chemisiers et quelques tailleurs pour les femmes cadres qui commençaient à apparaître sur le marché du travail. La qualité était notre différentiel. Nous utilisions de meilleurs tissus, des finitions plus soignées, des designs plus originaux que les confections plus grandes des capitales. Les premiers mois ont été difficiles. Produire en série exigeait une logistique différente, des investissements plus importants, plus de responsabilités. Il y a eu des nuits où je me suis demandé si je ne m'étais pas trop risquée, si je n'aurais pas dû continuer avec l'atelier qui était déjà établi et rentable. Mais alors je me souvenais de Walter, de comment il m'avait sous-estimée, de comment il pensait que j'étais juste une naïve de province, facile à manipuler. Ces souvenirs renouvelaient ma détermination. S'il pensait que je serais une victime facile, je vais prouver que je suis une femme d'affaires difficile à surpasser. Me suis-je promis pendant les nuits de travail. Mi-1970, nous avons reçu une commande qui changerait tout. Un grand magasin de Marseille voulait une collection exclusive de 30 robes pour la saison du printemps. C'était la plus grande commande que nous avions jamais reçue et le délai était court. Nous avons travaillé jour et nuit, toutes les employées faisant des heures supplémentaires, moi-même coupant des tissus et supervisant chaque détail. Nous avons livré les robes 2 jours avant l'échéance. Une semaine plus tard, la gérante du magasin a appelé.
Tous les modèles avaient été vendus en 3 jours. Il voulait en commander d'autres, le double de la quantité pour la prochaine saison. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le petit monde de la mode de la Provence. D'autres grands magasins ont pris contact voulant connaître nos pièces. En décembre de cette année-là, nous produisions pour 5 établissements différents, y compris une boutique sophistiquée à Nice. 1971 a apporté de nouvelles expansions. J'ai embauché 15 employés supplémentaires, acheté des équipements plus modernes. J'ai agrandi l'espace de la confection. J'ai également embauché une jeune styliste récemment diplômée de Paris pour m'aider avec les créations. Je ne pouvais plus tout faire seule. « Vous êtes en train de construire un empire, Madame Éléonore », a commenté Julie, ma première assistante, qui était maintenant responsable de production. Qui aurait dit que de cette petite salle à l'avant de votre maison naîtrait tout cela? Qui l'aurait dit, en effet? Parfois, je me surprenais moi-même en visitant l'usine et en voyant tant de femmes travaillant, tant de machines fonctionnant, tant de pièces étant produites avec l'étiquette « Mode Éléonore ». C'était un sentiment indescriptible de fierté, pas seulement pour le succès matériel, mais pour avoir transformé une tragédie personnelle en quelque chose de positif qui générait des emplois et soutenait des familles. En 1972, à 33 ans, j'étais officiellement une femme d'affaires prospère. Mode Éléonore n'était plus seulement une confection locale. Nos produits atteignaient 3 régions du sud de la France. J'avais une équipe de près de 40 employés, un département de création avec 3 stylistes et des plans pour ouvrir une boutique en propre à Marseille. C'est cette année-là que j'ai reçu une visite inattendue. J'étais dans le bureau de l'usine en train de réviser les modèles pour la collection d'hiver quand ma secrétaire a annoncé « Madame Éléonore, il y a une dame appelée Régina Martin qui veut vous parler. » Le nom m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Régina Martin, l'épouse de Walter, la femme qui était prête à ruiner ma vie pour construire son manoir de rêve. Pendant un moment, j'ai pensé à la renvoyer. Quel droit avait-elle de se présenter là, après tout? Mais la curiosité l'a emportée. J'ai demandé qu'on la fasse entrer. La femme qui est entrée dans mon bureau n'était pas la Régina que j'avais imaginée basée sur les photographies du détective. Celle-là avait été une femme blonde, belle, d'apparence prospère. Celle-ci était une ombre trop maigre, cheveux ternes, cernes profonds, vêtements simples et usés. Les années n'avaient pas été gentilles avec elle. « Madame Éléonore », a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais… » Je ne l'ai pas laissée terminer, non par colère, mais parce que j'ai réalisé qu'elle était sur le point de s'effondrer. J'ai offert une chaise, un verre d'eau. Pendant quelques minutes, nous sommes restés en silence, nous observant simplement. 2 femmes dont les vies avaient été unies et transformées par le même homme de manière si différente. « Walter nous a abandonnés », a-t-elle finalement dit. Peu après ce qui s'est passé avec vous, il a découvert que la police le recherchait pour d'autres fraudes, a pris le peu d'argent que nous avions et a disparu. Je suis seule avec les enfants depuis presque 8 ans. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'avais imaginé éprouver en entendant cela. Seulement une tristesse pesante pour la destruction que cet homme avait causée à tant de vies, y compris celle de ses propres enfants. « Pourquoi êtes-vous venu me chercher ?» ai-je demandé, essayant de garder la voix neutre. « Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de travail ?» a-t-elle répondu, les yeux fixés au sol. « Personne à Lyon ne veut m'embaucher. Tous savent qui je suis, ce que nous avons fait. J'ai appris que vous avez une usine qui emploie beaucoup de femmes. J'ai pensé que peut-être… » Cet après-midi de 1972, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai offert un emploi à Régina, pas à Saint-Martin-en-Provence, où sa présence causerait des commérages et rouvrirait des blessures, mais dans la nouvelle filiale que nous étions en train d'ouvrir à Avignon. Un nouveau départ pour elle, loin du passé, loin des souvenirs de Walter. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Après tout ce que nous vous avons fait, je ne fais pas cela pour vous. » ai-je répondu honnêtement. Je le fais pour vos enfants qui n'ont pas demandé à avoir un père comme Walter. Et je le fais pour moi, parce que j'ai appris que la meilleure vengeance est de vivre bien, de construire quelque chose de positif à partir de la destruction qu'il a essayé de causer. Quand Régina a quitté mon bureau cet après-midi-là, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Un chapitre qui était entrouvert se fermait enfin.
Walter Martin, l'homme qui avait failli me détruire, était devenu insignifiant. J'avais avancé, construit quelque chose de plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et cela, j'ai réalisé, était la vraie victoire. Pas seulement avoir survécu à la trahison, mais avoir prospéré malgré elle. Avoir transformé la douleur en force, l'humiliation en détermination, la perte en gain. Ce soir-là, regardant par la fenêtre de mon bureau l'usine illuminée, où des dizaines de femmes travaillaient sous le symbole de Maud Éléonore, j'ai souri pour moi-même. La jeune naïve, qui avait presque tout perdu à cause d'un escroc, s'était transformée en une femme d'affaires respectée, une femme indépendante, une histoire de succès. Et l'histoire ne faisait que commencer. Les années suivantes ont été de croissance constante et d'apprentissage. La décennie 1970 a apporté des défis et des opportunités que je n'aurais jamais imaginé affronter quand j'ai commencé avec mon petit atelier. La France vivait les 30 glorieuses. L'économie croissait, la classe moyenne s'élargissait et la consommation de biens comme des vêtements de meilleure qualité augmentait significativement. En 1973, j'ai inauguré la première boutique de Maud Éléonore à Marseille. J'étais nerveuse le soir de l'ouverture, craignant que personne ne vienne ou que les clientes de la capitale régionale considèrent mes modèles trop provinciaux. À ma surprise et joie, la boutique était bondée. Les femmes appréciaient exactement ce que j'offrais. Des pièces bien faites, avec personnalité, qui n'étaient pas de simples copies des tendances internationales. « Vos robes ont une âme, Madame Éléonore », a commenté une cliente influente, épouse d'un politique local. Elles ne sont pas comme ces modèles qui viennent de Paris, tous identiques, sans identité. Ce commentaire m'a fait réfléchir sur ce qui différenciait vraiment mes créations. J'ai réalisé qu'inconsciemment, j'incorporais des éléments de la culture provençale dans mes designs, couleurs, motifs, coupes qui rappelaient les traditions des immigrants italiens et espagnols qui avaient colonisé la région. Quelque chose de subtil, mais qui donnait aux pièces une authenticité que les clientes reconnaissaient, même sans identifier exactement ce que c'était. J'ai alors décidé d'exploiter cette différence de façon plus consciente. J'ai engagé des artisans locaux pour créer des détails exclusifs pour nos vêtements. Broderie inspirée de la tradition provençale, applications qui rappelaient les costumes folkloriques, mais tout réinterprété de façon contemporaine. Nous avons créé une ligne appelée Essence Provençale, qui est devenue notre fer de lance. Le succès a été si grand qu'en 1975, nous avons ouvert 2 boutiques de plus, une à Nice et une autre à Lyon. L'usine de Saint-Martin-en-Provence ne suffisait plus à la demande. J'ai construit un nouveau bâtiment 3 fois plus grand à la périphérie de la ville. Nous employons maintenant plus de 100 femmes rien que dans la production, sans compter les vendeuses des boutiques et l'équipe administrative. « Vous avez sauvé Saint-Martin-en-Provence », m'a dit le maire lors de l'inauguration du nouveau bâtiment. Avant votre usine, nos jeunes devaient partir pour trouver du travail. Maintenant, elles ont un avenir ici même. Ce n'était pas exagéré. Maud Éléonore était devenu le plus grand employeur de la région, particulièrement de main-d'œuvre féminine. Nous avions même créé une crèche pour que les employés puissent y laisser leurs enfants pendant qu'elles travaillaient. Quelque chose de pratiquement inédit pour l'époque, surtout dans une petite ville de province. C'est durant cette période que j'ai commencé à recevoir des propositions d'achat. Des hommes d'affaires de Paris, percevant le potentiel de la marque, offraient des sommes considérables pour acquérir l'entreprise. Certains suggéraient des partenariats où je conserverais une partie du contrôle, mais aurais accès à des capitaux pour une expansion encore plus grande. Vous devriez considérer ces offres, me conseillait mon comptable, un homme pragmatique qui s'occupait des finances de l'entreprise depuis le début. Le marché est favorable maintenant, mais nous ne savons pas ce que l'avenir réserve. Ce serait une façon de garantir votre patrimoine. Je comprenais sa logique, mais quelque chose en moi résistait. Maud Éléonore n'était pas seulement une entreprise pour moi, c'était mon identité, ma rédemption, le symbole de la femme que j'étais devenue après la trahison de Walter. Vendre l'entreprise, même pour une somme extraordinaire, semblait une façon d'abdiquer cette nouvelle Éléonore qu'il m'avait tant coûté de construire. En 1976, j'ai pris une décision différente. Au lieu de vendre à des investisseurs externes, j'ai créé un programme de participation aux bénéfices pour les employés de longue date.
Les femmes qui étaient avec moi depuis plus de 5 ans ont commencé à recevoir, en plus de leur salaire, un petit pourcentage des résultats de l'entreprise. Ce n'était pas un partenariat formel, mais une reconnaissance que le succès de Modes Éléonore était le fruit d'un travail collectif. « Vous êtes folle », s'est exclamé le comptable quand j'ai expliqué le plan. « Aucune entreprise ne fait cela, ça va diminuer vos profits. » Je préfère des profits moindres avec une équipe engagée que des profits plus importants avec des employés insatisfaits, ai-je répondu. De plus, je ne fais pas cela uniquement par bonté, c'est une stratégie d'affaires. Qui a une participation au résultat travaille avec plus d'engagement. J'avais raison. Dans les années suivantes, la productivité a augmenté, le roulement de personnel a diminué et la qualité des pièces s'est encore améliorée. Les employés se sentaient véritablement partie de l'entreprise, suggéraient des améliorations, veillaient à réduire les gaspillages. Ce que j'ai perdu en pourcentage de profit, je l'ai gagné en croissance générale. La fin des années 1970 a apporté de nouveaux défis. L'économie française commençait à montrer des signes d'essoufflement, l'inflation augmentait et le pouvoir d'achat de la classe moyenne, notre principal public, diminuait. De nombreuses confections plus petites ont fermé leurs portes, incapables de s'adapter à des temps plus difficiles. Nous avions besoin d'une stratégie pour survivre. Après de nombreuses nuits de réflexion et de discussion avec mon équipe, nous avons opté pour une approche audacieuse. Au lieu de diminuer la qualité pour réduire les prix, comme le faisaient beaucoup de concurrents, nous avons maintenu notre standard, mais créé des lignes différenciées pour divers publics. Pour les clientes au pouvoir d'achat plus élevé, nous avons lancé la ligne Éléonore Collection, avec des pièces exclusives, presque artisanales, vendues dans des départements spéciaux de nos boutiques. Pour le public plus large, nous avons maintenu la ligne régulière, avec de petits ajustements pour contrôler les coûts, sans compromettre la qualité essentielle. Et, innovant une fois de plus, nous avons créé Éléonore Jeune, destinée aux filles de nos clientes traditionnelles, des pièces plus accessibles, avec des designs modernes qui introduisaient la marque à une nouvelle génération. La stratégie a fonctionné. Alors que le secteur textile affrontait une crise généralisée, Modes Éléonore continuait à croître, même si à un rythme plus modeste. En 1979, nous avons été invités à participer à la première édition d'un important événement de mode à Paris. Une reconnaissance que nous avions transcendé le statut de marque régionale pour devenir un nom respecté nationalement. Je me souviens d'être dans les coulisses de ce défilé, voyant des mannequins professionnels portant des créations qui étaient nées de mon petit atelier à Saint-Martin-en-Provence. Une journaliste s'est approchée, voulant une interview. « Madame Éléonore, que ressentez-vous en voyant votre marque sur cette scène aux côtés de Griffes Internationales ?» a-t-elle demandé, micro en main. J'ai regardé les mannequins se préparant, les vêtements soigneusement confectionnés, le logo de Mode Éléonore, illuminé au fond de la scène. Et pendant un instant, j'ai vu au-delà de tout cela. J'ai vu la jeune vendeuse de pharmacie, naïve et amoureuse. J'ai vu la femme trahie et humiliée. J'ai vu l'entrepreneur déterminé à reconstruire sa vie. Je sens que ça valait la peine, ai-je simplement répondu. Chaque larme, chaque nuit sans dormir, chaque obstacle surmonté, tout en valait la peine. La décennie 1980 est arrivée apportant des turbulences encore plus grandes pour l'économie française. L'inflation s'emballait, les plans économiques du gouvernement se succédaient sans résoudre les problèmes structurels. Le pouvoir d'achat de la population diminuait mois après mois. Pour une entreprise du secteur vestimentaire, c'était des temps particulièrement difficiles. Beaucoup de collègues entrepreneurs ont fermé leurs portes, incapables de faire face aux coûts croissants de production et à la réduction des ventes. D'autres ont vendu à des groupes plus grands, à des prix bien inférieurs à ce qu'ils valaient des années auparavant. La pression pour que je fasse de même augmentait. « Madame Éléonore, vous avez construit quelque chose d'admirable, mais peut-être est-ce le moment de garantir ce que vous avez conquis ?» insistait le comptable, maintenant avec des cheveux gris comme les miens. « Les temps sont incertains. » J'ai de nouveau refusé les offres d'achat. Au lieu de cela, j'ai cherché l'adaptation. J'ai réalisé qu'en temps de crise, les gens achètent moins, mais valorisent davantage la durabilité et la polyvalence. Nous avons reformulé nos collections pour offrir des pièces intemporelles qui pouvaient être portées en de multiples occasions et pour plusieurs saisons.
Nous avons également innové dans la façon de vendre. En 1983, nous étions l'une des premières confections françaises à créer un système de vente par catalogue. Nos représentantes visitaient les maisons et les bureaux, montrant le catalogue et prenant des commandes. C'était une façon d'amener Modèse et Léonore jusqu'à des clientes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aller dans les boutiques, soit par manque de temps, soit parce qu'elles étaient dans des villes où nous n'avions pas de présence physique. Le système a été un immense succès, particulièrement dans les provinces où l'accès à des vêtements de qualité était limité. Bientôt, nous avions des centaines de représentantes, principalement des femmes qui cherchaient un revenu supplémentaire ou une flexibilité d'horaire. Beaucoup étaient des femmes au foyer, des enseignantes, des fonctionnaires qui vendaient pendant leur temps libre. Certaines sont devenues si prospères qu'elles ont abandonné leur profession d'origine pour se consacrer exclusivement à la vente des catalogues Mode et Léonore. En 1985, à 46 ans, j'ai été invitée à donner une conférence à la Chambre de commerce de Marseille sur l'entrepreneuriat féminin. C'était la première fois qu'on me voyait non seulement comme une femme d'affaires accomplie, mais comme un exemple à suivre pour d'autres femmes. L'auditorium était plein, principalement de jeunes femmes qui rêvaient d'avoir leur propre entreprise. Comment avez-vous réussi à surmonter tant d'obstacles et à construire une entreprise de cette envergure, particulièrement en tant que femme, à une époque où peu entreprenaient, a demandé une jeune femme dans l'assistance. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je ne pouvais pas raconter toute la vérité, l'histoire de la trahison de Walter et comment cela m'avait poussé, mais je pouvais partager l'essence de ce que j'avais appris. L'adversité peut être notre plus grand professeur, ai-je répondu. Quand nous affrontons des difficultés qui semblent insurmontables, nous découvrons une force intérieure que nous ne savions même pas posséder. Le secret n'est pas d'éviter les problèmes, mais de les transformer en carburant pour avancer. Cette philosophie a guidé Modèse et Léonore à travers la turbulente décennie des années 1980 et le début des années 1990. Alors que la France affrontait la crise économique, les plans d'austérité et l'instabilité politique, nous avons maintenu le cap, nous adaptant sans perdre notre essence. En 1992, à 53 ans, j'ai reçu l'une des plus grandes reconnaissances de ma carrière, le prix de l'entrepreneur de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de la région PACA. Lors de la cérémonie de remise des prix, j'ai regardé l'assistance pleine d'entrepreneurs, la majorité des hommes, et j'ai ressenti une satisfaction profonde. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une reconnaissance qu'une femme, partant de zéro, pouvait construire une entreprise respectée dans un environnement majoritairement masculin. Dans mon discours de remerciement, j'ai parlé de l'importance d'ouvrir des portes pour d'autres femmes. J'ai annoncé la création du programme Éléonore de formation féminine, un projet de l'entreprise pour offrir des cours professionnalisants gratuits aux femmes en situation de vulnérabilité. Nous avons commencé avec des cours de couture industrielle, mais avons rapidement élargi à l'administration, la vente et le design de base. Je crois que le vrai succès ne se mesure pas seulement au profit, mais par l'impact positif que nous générons dans la vie d'autres personnes, ai-je dit en terminant mon discours. Cela a toujours été et sera toujours la philosophie de Modèse et Léonore. Le programme a connu un succès immédiat. Des centaines de femmes se sont inscrites. Beaucoup étaient des mères célibataires, des victimes de violences conjugales ou simplement des femmes qui n'avaient jamais eu d'opportunité d'études et de qualification. Les histoires de transformation qui ont émergé de là m'émouvaient profondément. Des femmes qui, comme moi des décennies auparavant, ont trouvé dans la couture et la mode un chemin vers l'indépendance et la dignité. En 1995, à 56 ans, j'ai commencé à penser à la succession. Je n'avais pas d'enfant pour hériter de l'entreprise, mais j'avais quelque chose d'aussi précieux, une équipe de femmes talentueuses qui avaient grandi avec l'entreprise. Julie, ma première assistante, qui était maintenant directrice de production. Marthe, qui avait commencé comme vendeuse et était devenue directrice commerciale. Hélène, la jeune styliste qui avait révolutionné nos collections dans les années 80, et tant d'autres. J'ai créé un plan de transition graduelle. J'ai formé un conseil de gestion avec les employées les plus anciennes et talentueuses et j'ai commencé à leur transférer des responsabilités. Ce n'était pas une retraite, je continuerai comme présidente et visionnaire de la marque, mais une reconnaissance que Modèse et Léonore était devenue plus grande que sa fondatrice.
Aujourd'hui, à 84 ans, je regarde en arrière et je vois le parcours extraordinaire que la vie m'a offert. Modèse Éléonore n'est plus seulement à moi. Elle appartient aux plus de 200 femmes qui travaillent directement dans l'entreprise et aux milliers qui, au fil des décennies, sont passées par nos usines, boutiques et programmes de formation. La petite maison à Saint-Martin-en-Provence, où tout a commencé, a été transformée en un musée qui raconte l'histoire de l'entreprise et de la mode provençale. Parfois, je visite l'endroit discrètement, juste pour me souvenir. Je regarde les anciennes machines à coudre, les premiers modèles que j'ai créés, les photographies en noir et blanc des premières employées, et je ressens une immense gratitude pour le chemin parcouru. Quant à Walter, j'ai appris de nombreuses années plus tard qu'il était décédé en 1987 dans des circonstances obscures quelque part dans le Var. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse à cette nouvelle, juste la constatation que cet homme, qui un jour avait eu tant de pouvoir sur ma vie, était devenu insignifiant. Sa tentative de me détruire a fini par être le catalyseur de ma transformation et de mon succès. Regina a continué à travailler dans nos usines jusqu'à sa retraite. Nous ne sommes jamais devenus amis, mais nous avons développé un respect mutuel. Ses enfants, que j'ai aidés avec des bourses d'études, ont grandi et sont devenus des adultes décents, brisant le cycle de malhonnêteté du père. La plus jeune travaille même aujourd'hui dans le département de création de l'entreprise. Si je pouvais remonter dans le temps et parler à cette jeune Éléonore de 23 ans, vendeuse de pharmacie éblouie par le voyageur charmant, que lui dirais-je? Peut-être rien. Chaque pas de ce douloureux parcours a été nécessaire pour me transformer en la femme que je suis devenue. L'escroquerie qui devait me ruiner a fini par être le fondement sur lequel j'ai construit non seulement une entreprise, mais une vie pleine et significative. Cet homme s'est marié avec moi seulement pour me voler, mais c'est moi qui ai fini riche. Riche non seulement en termes matériels, mais riche en expérience, en sagesse, en réalisation. Riche pour avoir transformé une histoire de trahison en une histoire de triomphe. Riche pour avoir découvert que, parfois, nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grandes forces. Et cette richesse, mes chers amis, est la véritable richesse que personne ne pourra jamais me voler. Si vous avez aimé cette histoire de ma vie, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines histoires. Laissez également dans les commentaires ce que vous en avez pensé et d'où vous regardez. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. À bientôt.